Bonjour, aujourd'hui nous allons démontrer l'hypothèse de Riemann. C'est quoi l'hypothèse de Riemann? Donc, hypothèse de Riemann. Riemann, né en 1826, a vécu jusqu'à 1866. Que dit l'hypothèse de Riemann? Que θ de S égale 0, ça implique que réel de S égale 1,5 avec θ et la fonction zeta de Riemann et S égale sigma plus IT sigma T appartenant à 0, 1, 3, moins l'infini, 0, union, 0 plus l'infini. Voilà. Donc ça, c'était l'hypothèse de Riemann. θ de S égale 0, ça implique que réel de S égale 1,5. Avec donc θ et la fonction zeta de Riemann. Et S est égal à sigma plus IT avec sigma T dans 0, 1, moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Ok? Voilà. Ça, c'est l'hypothèse de Riemann. Mais, donné comme ça, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est les états de Riemann, ce que c'est... on ne sait pas trop ce que c'est les états de Riemann. Donc, pour comprendre un peu ce que c'est cet état et d'où vient cette hypothèse, on doit faire un petit survol de l'histoire, des mathématiques et des nombres premiers. Voilà, parce que tout ça, ça a un rapport avec les nombres premiers. Donc, un petit survol de l'histoire, des mathématiques. On va survoler un peu l'histoire des nombres premiers. 300 ans avant Jésus, Euclide a défini les nombres premiers et a démontré qu'ils sont en nombre infini. Donc, moins 300, donc avant Jésus, avant le Christ, Euclide définit les nombres premiers et démontra qu'ils sont en nombre infini. Ça, c'est 300 ans avant Jésus. Après cela, les mathématiciens se sont intéressés un peu au nombre premier, mais pas beaucoup. Par exemple, au XVIIe siècle, il y a Fermat qui a donné le nombre premier de Fermat. Et Mersenne aussi, en s'inspirant des nombres parfaits d'Euclide, donna le nombre premier de Mersenne. Donc de la forme de P moins 1 avec
P premier. On va pas parler de ça et ça hein, aujourd'hui, mais c'est une période où, c'est le XVIIe siècle, où on a commencé petit à petit à s'intéresser au nombre premier. Arrive maintenant que ça commence. Ça va commencer maintenant avec l'arrivée de Euler. Euler, né en 1707, écrivit. Euler donc s'intéressa à la série géométrique, la somme de 1 sur n puissance s, n égale 1 jusqu'à l'infini, et s dans R. Cette série, elle converge pour S un réel plus grand que 1. Donc, Euler prend cette série géométrique, l'appelle θ de S. Donc, θ de S. Et l'écrivit, donc, produit sous forme de produit sur P dans P de 1 sur 1 moins P puissance moins S, avec donc P premier. Il réussit donc à établir cette égalité en utilisant le crible d'Ératosthène. Alors, Ératosthène, c'est 276 avant Jésus. Moins 276. Voilà. Ça, c'était l'arrivée de Euler au XVIIIe siècle. Donc, après cela, donc, fin XVIIIe et début XIXe, fin XVIIIe et début XIXe, on a affaire à Gauss et Legendre. Gauss 1777, Legendre c'est Legendre 1752 et s'intéressèrent à l'approximation de pi de x. C'est quoi pi de x? C'est la fonction de compte des nombres premiers. Pi de x, c'est la somme de 1 sur p plus petit que x. P donc est un nombre premier. Voilà. Cette fonction, elle s'écrit ainsi, mais on ne sait pas comment un peu elle évolue. Vers l'infini, par exemple. Ok? Gauss et Legendre ont conjecturé que pi de x, donc conjecture, à l'époque c'est une conjecture, après ça a été démontré au 19e siècle. On conjecturait, donc une conjecture de Gauss-Legendre, pi de x équivalent à Li de x, qui est équivalent à x sur ln de x. On savait à cette époque que Li de x est équivalent à x sur log x. Mais puis pour démontrer que pi de x est équivalent à Li de x et donc équivalent à x sur log x, il fallait attendre le 19e siècle avec Hadamard et Lavallée-Poussin, qui ont, eux, utilisé θ de Riemann.
Donc Gauss et Legendre ont approché pi de x par Li de x et x sur log x. Pour donner une petite idée de ce que c'est, ben on sait que pi de x, elle évolue en escalier, comme ça. À chaque fois qu'on trouve un nouveau nombre premier, on saute une marche de l'escalier. Par exemple, ici, on trouve le 7. Hop. On trouve qu'il y a le 7. Ben, le 7, on le met là. Parce qu'ici, jusqu'au 7, il y a le 6 et le 5. Et une fois on a trouvé le 5, ici, voilà, on saute une marche. À chaque fois qu'on trouve un nombre premier, ici, donc, on compte ici de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si on trouve un nombre premier, ben on saute une marche. Et après, on reste sur le même niveau tant qu'on n'a pas trouvé un autre nombre premier. Dès qu'on trouve le suivant, on saute une marche. Donc ça, c'est une fonction en escalier qui est pi de x. On a dit que Gauss et Legendre, ils ont approché pi de x par Li de x et x sur log x. Li de x, elle a cette allure. Et x sur log x, elle vient aussi avec cette allure. Li de x équivalent à x sur log x. Et la conjecture, ça c'est vrai, démontré. Et ça, c'est conjecturé par Gauss-Legendre, que c'est équivalent à pi de x. Voilà. C'est maintenant qu'arrive Riemann. Riemann, qui est l'élève de Gauss, il s'est dit, bon, puisqu'il y a cette conjecture, ben, je vais travailler dessus, mais en utilisant cet A de S de Euler. Donc arrive Riemann, l'élève de Gauss. Donc Riemann, 1826, on a dit 1865, pris θ de Euler, qu'on a écrit tout à l'heure, qui est le produit de 1 sur 1 moins P moins S. La prolonge analytiquement en utilisant les méthodes de Chebyshev, de prolongement analytique de Chebyshev. Voilà, prolongeant θ sur le plan complexe. Avec la méthode de prolongement analytique dans la continuation des travaux de Chebyshev. Et démontra que son équation fonctionnelle approchée et s'écrit θ de S c'est égal 2 puissance S pi puissance S moins 1 sinus pi S sur 2 gamma de 1 moins S θ de 1 moins S. Donc, et ça, valable pour tout test dans C privé du nombre 1, le pôle. Voilà, donc il prolonge θ, Riemann prolonge θ sur le nombre complexe et donne son équation approchée.
qui vérifie aussi, donc qui vérifie. Zeta de S bar est égal à zeta de S bar. Donc on prend le zeta de S, on fait le bar, ça donne égal zeta de S bar. Voilà. Et ça c'est pour tout S dans C. Privé de 1. Voilà. C privé de 1. De cette équation de zeta, il déduit ici donc la fonction qu'on appelle xi, notée de Riemann, notée donc xi comme ça. Xi de S qui s'écrit xi de S est égal à 1 demi de S fois S moins 1 pi moins S sur 2 gamma de S sur 2 zeta de S. Et ça, valable pour tout S dans C privé de 1, toujours. Valable pour tout S dans C parce qu'on connaît les valeurs de zeta, de xi de 1 et xi de 0. Donc, mais quand on est valable sur C, on est valable sur C moins 1. Hein, et quand on est valable sur C moins 1, on est valable sur un nombre qui appartient à ce domaine. Voilà. Alors, cette xi vérifie. Ce xi, il vérifie. Cette fonction xi vérifie xi de S est égal à xi de 1 moins S, quel que soit S dans son domaine, dans C. Une fois Riemann a défini, a prolongé zeta de S, il a donné son équation approchée, il a déduit xi de S avec son équation approchée. Là, on remarque que donc xi de 1 est égal à xi de 0 est égal à 1 demi. Voilà. Et xi a les mêmes 0 que zeta. Les mêmes zéros, c'est-à-dire les mêmes racines. Ça veut dire quand xi s'annule, zeta s'annule. Et quand zeta s'annule, xi s'annule aussi. Une fois il a donné tout ça, pourquoi il est allé chercher tout ça? C'est dans le but, comme on l'a dit, pour travailler. Donc il a remarqué la conjecture de Gauss-Legendre, pi de x équivalent à Li de x. Donc il s'est dit peut-être, peut-être j'arriverai à cette approximation de pi de x en partant de zeta de Euler. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Pourquoi pas, hein, on peut. Donc il prolonge zeta, il en déduit xi, il dit que donc on démontre qu'ils ont les mêmes zéros aussi. Et de là, c'est de là que vient l'hypothèse de Riemann. C'est maintenant que va venir l'hypothèse de Riemann. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'il fait? Il a avancé l'hypothèse suivante. Il a dit donc, que si tous les zéros non triviaux de zeta sont sur l'axe 1,5, alors il peut donner la valeur approchée de pi de x en fonction de ces zéros non triviaux qui sont sur l'axe. Donc, il donne quand même l'hypothèse, il dit que tous les zéros non triviaux de zeta sont de partie réelle
égale à 1 demi. Voilà. Donc si θ de S, ça veut dire que θ de S égale 0, ça implique que réel de S est égal à 1 demi. Voilà. Ça, c'est l'hypothèse de Riemann. Donc, partant de cette hypothèse, en utilisant le fait que tous les zéros non triviaux sont de partie réelle à 1 demi, il donne la valeur de pi de x qui est égale r de x moins somme de rho, somme sur rho de r de x puissance rho, avec rho 0 non trivial de θ. Et ce 0 non trivial de θ, c'est celui qui découle de l'hypothèse, c'est-à-dire avec réel de rho égale 1 demi. Et à partir de là, cette hypothèse, elle reste non démontrée, ça fait 160 ans, mais à chaque fois qu'on avance dans la découverte des zéros non triviaux, on s'approche de plus en plus de pi de x en utilisant cette formule. Ça veut dire qu'à chaque fois que pi de x qui est à peu près qui a été approximé par Gauss et Legendre par Li de x, eh ben, Riemann a trouvé une meilleure approximation qui répond donc en utilisant donc θ, en utilisant les zéros non triviaux de θ. Et donc, à chaque fois, on a ici P de x. Donc, on a dit Li de x, elle approche P de x. On a dit que x sur log x, elle approche pi de x, ça c'est pi de x, ça c'est Gauss et Legendre, et ça a été démontré par Hadamard, Gauss et Legendre. Donc, ça a donné le théorème des nombres premiers. Démontré par Hadamard. Hadamard et Laval-Poussin. Poussin la vallée ou la vallée Poussin ou la vallée Poussin. Donc, théorème des nombres premiers, il dit que pi de x est équivalent à Li de x qui est équivalent à x sur log x. Ça, c'est le théorème des nombres premiers. Et on vient de parler de Riemann qui a donné une meilleure approximation en supposant que tous les zéros de θ sont sur l'axe 1 demi. Voilà, si on prend pi de x comme l'a écrit Riemann est égal à R de x moins somme de R de x rho sur rho 0 non trivial de θ qui a une partie réelle égale à 1 demi. À chaque fois qu'on avance dans la découverte de rho, à chaque fois, parce qu'on fait une somme ici, à chaque fois qu'on découvre plus de rho, plus on a des précisions sur la valeur de pi de x. Parce que cette différence, elle va rétrécir. Parce qu'on va avancer par ici. Voilà, de pi de x. Et donc, plus on avance, plus on s'approche de pi de x, qui est cette courbe. Et on aura donc cette fonction r de x moins somme de r de x puissance rho qui va épouser petit à petit l'allure de pi de x.
Voilà. Plus on trouve des racines non triviales de θ, plus on s'approche grâce à cette égalité. Donc, tout à l'heure, je n'ai pas noté ce que c'est R de x. Donc, R de x est égal somme de mu de n, c'est la somme sur n, égale 1 jusqu'à l'infini, de mu de n c'est la fonction de modulus, hein. Li de x puissance 1 sur n, le tout divisé par n. Ça, c'est R de x. Et donc, et après, quand on l'applique ici à x puissance rho, et ben, on fait la somme, on enlève, quand on retranche de R de x, quand on retranche de tout ça, et ben, on tombe petit à petit sur pi de x. Voilà. Ça, c'est l'hypothèse de Riemann historiquement. Mais la hypothèse de Riemann reste indémontrée. Ça veut dire que maintenant, ici, ce que je vais vous faire, moi, c'est la démonstration de l'hypothèse de Riemann. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Je ne sais pas. Démonstration de l'hypothèse de Riemann. On va donc démontrer l'hypothèse de Riemann. Ok, démonstration. De l'hypothèse de Riemann par Zamouri Mourad. Zamouri Mourad, c'est bon. Voilà. L'hypothèse de Riemann, c'est quoi? L'hypothèse de Riemann. Donc, si on considère que S est un zéro non trivial de θ, θ de S, donc, égale 0, ça implique que réel de S est égal à 1,5. Voilà. Et θ, c'est la fonction de Riemann, hein, dont on a parlé, prolongée analytiquement sur C. Aujourd'hui, on sait que tous les zéros non triviaux de θ sont sur la bande critique qu'on appelle B. Voilà. Alors, c'est quoi B? C'est quoi la bande critique? Donc, tout d'abord, on va définir la bande critique. Qu'est-ce que la bande critique? Voilà le plan C. Imaginaire, l'axe des imaginaires ici. L'axe imaginaire, c'est IT, hein, T positif. Et ici, c'est IT, T négatif. Ok, ici, c'est 0. Ici, on va prendre le 1. On va espacer un peu, hein. Pourquoi pas, pour que tout le monde voit. On va le prendre le 1 ici. Voilà. Et le 0. Donc le 1,5 est à peu près ici. Hein. Ça, c'est 1,5. Voilà. On trace la verticale 1.
qui passe par 1. On trace la verticale qui passe par un demi. Voilà. Et le domaine, on appelle ça le domaine D1. On appelle ça le domaine D2. On enlève ça rentre pas. Pourquoi? Parce que θ diverge lorsque S est un réel entre 0 et 1. S, quand S est réel, θ diverge. Ici, θ diverge. θ de sigma diverge. Sigma entre 0 et 1. Ok? Donc, θ de sigma entre 0 et 1. θ de sigma diverge. Ah oui. La somme, c'est la série géométrique. Somme de 1 sur n puissance sigma. Sigma entre 0 et 1. Ben, la série diverge. Hein, parce qu'elle converge. Et ici, plus grand que 1. Réel de S plus grand que 1. θ converge. Donc ici, elle converge. Ici, pour sigma égale 1, réel de S égale 1, elle diverge. Ok? Et on enlève la verticale 0 parce que sigma ne doit pas atteindre 0 ici. Donc ici 0 et 0. Et on définit la bande critique. Donc la bande critique est B est égal D1 union D2. Alors, c'est quoi D1? C'est égal tous les complexes Z, par exemple, okay, tels que Z dans C, donc, tous les complexes Z dans C, tels que Z est égal sigma plus IT avec sigma T avec le couple sigma T appartenant à 0, 1, union, non, croix T plus l'infini. 0 plus l'infini. Voilà. 0 plus l'infini. Ça, c'est D1. Donc, D2, c'est quoi D2? Alors, c'est quoi D2? D2, c'est ici. Hein. D2, c'est égal à un Z, n'importe lequel, ou W, si vous l'appelez W, hein, W. Dans C, tel que W est égal sigma plus IT. Donc sigma ici est entre 0 et 1. Ça c'est sigma. Elle parcourt tout ça, sigma. Sigma plus IT
Donc, sigma plus IT sigma T appartenant à 0, 1 croix moins l'infini 0. Voilà. Ça, c'est le T. Ça, c'est le sigma. Voilà. Ça, c'est le sigma. Ça, c'est le T. Voilà. D1 union D2, c'est la bande critique. Critique. Voilà. On va la redessiner après, elle va être belle. Ok. Maintenant qu'on a la bande, et on remarque, donc c'est une remarque comme ça. D1 inter D2 est égal à l'ensemble vide, bien sûr. D1 et D2, ici D2. Hein. D1 et D2, ils sont séparés ici. Voilà. Ce sont deux ouverts. Ce sont deux ouverts simplement connexes. Ce sont deux ouverts connexes qui sont séparés. Alors, ici, ils ne se touchent pas. Ici, donc, on enlève le 0 parce que le sigma ne doit pas atteindre 0 et ici le sigma ne doit pas atteindre 1. Ok? Voilà. Donc on définit ainsi la bande critique et on a dit donc tous les zéros non triviaux de θ, ils sont quelque part là, n'importe où sur la bande critique. Ça, on le sait. Mais on ne sait pas s'ils sont tous sur l'axe ici. Donc, en bleu, l'axe ici. L'axe, il appartient à D2 et appartient à D1. Et ce point-là, il n'appartient pas. Le point 1,5. OK? Donc, ici, j'appelle ça l'axe. S est égal, ou Z est égal à 1,5 plus IT, T positif. Et ici, S égale 1,5 plus IT, T négatif. Voilà. Les deux axes là, le demi-axe là, il appartient à D1. Et le demi-axe vers le bas, il appartient à D2. Et ils sont séparés ici. Ça, c'est la bande critique. Pourquoi on sépare ici? Parce que θ de comment dire, de 1,5, θ de 1,5 diverge. C'est pas la peine de chercher un 0 ici. Hein. Voilà. Ok, maintenant qu'on a la bande critique, on a le domaine D1 et le domaine D2. Qu'est-ce qu'ils ont ces domaines D1 et ce domaine D2? Voilà. Maintenant, on va avancer un peu. Donc ici, on va le redessiner ici parce qu'il est beau. Hein. Voilà, plus proprement ici. Ici, on a D2. Ici, on a D1. Ici, 1,5 plus IT, T positif. Ici, 1,5 plus IT, T négatif. Ici, c'est interdit. Ici, on ne prend pas. Ici, on ne prend pas. Ici, on ne prend pas. Voilà. Ici, c'est IT, T positif. Ici, c'est 0. Ici, 1,5. Ici, 1.
Ici, réel de S plus grand que 1. Donc, elles convergent. Ici, IT, T est négatif. Et ici, donc 1 plus IT. Ici, 1 plus IT, T négatif. Ici, 1 plus IT, T positif. T négatif. T positif. T positif. Voilà. Ici, c'est T positif. Voilà. Ça, le domaine D1, D2 et D1 union D2. Donc, D1 union D2 est égal à la bande critique. On l'a expliqué tout à l'heure. Voilà. Une fois nous avons ça, qu'est-ce qu'on peut... Maintenant, pour démontrer donc que tous les zéros non triviaux sont sur l'axe, j'ai besoin de démontrer un théorème. Okay? Alors, le théorème que je dois démontrer, c'est le théorème 1. C'est là que ça commence, hein, il faut suivre maintenant. Même tout ce que je viens de dire, il est connu, hein, mais là, ça commence. Mais avant le théorème, on va parler de quelque chose que tout le monde connaît, hein, jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on connaît? On sait que soit S dans B, θ de S égale 0, ça implique θ de S bar égale à 0. Pourquoi? Car θ de S bar est égal à θ de S bar. Si on met 0 ici, hein, ici on met 0 bar, θ de S égale 0. 0 bar est égal à θ de S bar. Donc, c'est égal à 0. Donc, S bar est un 0. Lorsque S est un 0, S bar est un 0. Ça, c'est connu. Hein? C'est pas moi qui l'invente. Et on sait aussi, que Xi et θ ont les mêmes 0. Donc ici, ce truc-là, si je prends S ici ou ici, hein, où vous voulez, hein, ça ne change pas. Donc ici, je prends S, un 0, dans la bande critique. Voilà, on le prend ici. Ça veut dire S bar est un 0 ici. Et comme Xi et θ ont les mêmes 0, et que Xi et Xi de S est égal à Xi de 1 moins S, quel que soit S dans B, parce que c'est valable pour C, donc valable pour B. Si S, θ de S égale 0, ça implique, c'est équivalent à dire que Xi de S égale à 0, et comme celle-là, elle implique que θ de S bar égale 0, donc et Xi de S bar égale 0, parce que Xi et θ ont les mêmes 0. Okay? Et comme Xi de S bar égale 0 et que Xi vérifie cette égalité, donc Xi de S bar égale 0, donc finalement θ de S égale 0, ça implique
xi de S est égal à xi de S bar est égal à xi de 1 moins S est égal à xi de 1 moins S bar est égal à 0. Voilà. Donc ici, le S 0, donc S bar, c'est 0 grâce à θ de S bar est égal à θ de S bar. Et ça implique que 1 moins S bar et 1 moins S, ici, le symétrique, sont aussi des zéros de θ, puisque c'est des zéros de xi, et ils ont les mêmes zéros. Ok? Voilà. Ça, c'est connu. Hein? Quand vous voyez le truc, ils appellent ça rho bar, A moins rho et A moins rho bar. On les appelle S, hein? Mais là où, etc., c'est nul. Voilà. Une fois on a compris ça, j'énonce le théorème. Là, je ne vais pas m'occuper de 1 moins S bar et 1 moins S, je vais m'occuper de ça. Parce que le S bar est un 0 de θ lorsque S est un 0 de θ, ça vient de θ, ça ne vient pas de xi. Ok, donc je vais m'approcher. Je vais étudier quand est-ce que xi de S égale xi de S bar. Quand je trouve les S tels que xi de S égale à xi de S bar, eh ben, les zéros de θ, elles doivent vérifier cette condition sur S. Ok, donc théorème 1, soit S, donc dans la bande critique. Soit S dans B, donc dans la bande critique. Vous prenez ici, n'importe où. Hein. N'importe où. Parce que si je prenais ici, vous allez par la symétrie ici. Si vous prenez ici, par la symétrie ici. Et si vous prenez ici, aussi par le bar et par le bar. Le bar, c'est par rapport à cet axe. Et la symétrie, c'est par rapport à cet axe. S dans B. Donc, le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Xi de S égale à 0 implique xi de S est égal à xi de S bar. Qu'est-ce qu'il veut dire ce théorème? C'est très important. Hein? Voilà. Ce théorème, il veut dire quoi? Il veut dire que lorsque je trouve un 0 pour xi, n'est-ce pas? Je trouve un 0 pour xi, il doit vérifier les mêmes conditions pour les S tels que xi de S égale xi de S bar en cas général, lorsque S et S bar ne sont pas des zéros. Vous comprenez? Voilà. Et c'est pour ça que déjà, cette implication, il faut déjà la démontrer. Ok? Donc, je démontre cette implication. Comment je vais démontrer cette implication? Ben, ça va être facile. Hein? Démonstration. On va utiliser θ. Hein? On sait que θ de S égale 0. Donc, on va faire θ de S. θ de S égale 0. Si seulement si, θ de S bar égale à 0. Tout ça pourquoi? Parce que θ de S bar est égal à θ de S bar. Ça, c'est à cause de ça. Ok? Ceci seulement si, il vient de là. Maintenant, puisque θ et xi ont les mêmes zéros, ceci est équivalent à dire que xi de S égale 0. Voilà.
Mais xi de S égale 0, puisque S bar est 0 de θ, si et seulement si, xi de S bar égale à 0. Parce que ici, j'ai une équivalence. Ici, l'équivalence là, elle vient du fait que xi et θ ont même 0. Ça veut dire que S bar est 0 de θ, si et seulement si, S bar est 0 de xi. Ici, S est 0 de θ, si et seulement si, S est 0 de xi. Et ici, l'équivalence, elle vient de la formule que vérifie θ. θ de S bar est égal à θ de S bar. Ok? On remplace ici par 0, on trouve que θ de S bar égale à 0. Donc, θ de S égale à 0, forcément, puisque θ de S bar, c'est équivalent à dire θ de S bar égale 0, forcément, θ de S est égal à θ de S bar. Dans ce sens, c'est faux. Pourquoi? Parce que rien ne nous dit que à chaque fois que θ de S, que xi de S égale xi de S bar, que xi de S s'annule. On peut avoir des xi de S égale xi de S bar, mais les xi de S et les xi de S bar ne s'annulent pas. Mais si ça s'annule, eh ben, alors il vérifie ça, parce que quand ça s'annule, ça fait xi de S égale xi de S bar est égal à 0. Donc le sens là, il est faux. Ça veut dire que les racines de xi, les zéros de xi, sont inclus dans l'ensemble des solutions de cette équation fonctionnelle. Vous comprenez? Donc, les zéros de xi, autrement dit, hein, sont inclus dans l'ensemble des solutions de l'équation xi de S est égal à xi de S bar. Ok? Voilà. C'est bien compris. Donc ça, c'est une implication, c'est pas une équivalence. D'où le théorème. Donc, théorème 1, il est démontré. Donc, si on trouve les solutions de l'équation xi de S égale xi de S bar, eh ben, les racines de xi, c'est-à-dire les zéros de xi, sont inclus dans cet ensemble de solutions. Voilà. Maintenant, donc dans cette partie, tout d'abord, on définit deux applications. Holomorphe bijective ce sont des applications conformes. Et involutive qu'on va appeler, donc on définit deux applications G et H, holomorphe, bijective et involutive. Donc G égale, elle va de D1 dans D2. Pour S, j'associe 1 moins S. G, elle est involutive. G est la symétrie. Centrale,
par rapport au centre. A 1 demi 0. Par rapport donc au centre 1 demi 0. Et on a G carré est égal G rangé est égal l'identité. On a G est égal à G moins 1. Donc G est une involution. C'est même une application conforme dont parle Riemann, les applications conformes. Elle envoie donc D1 sur D2 et le tout D1 l'envoie dans D2. Donc G envoie D1 tout entier D1 tout entier sur dans D2 entier et réciproquement. Et G-1 égale G envoie D2 dans D1 tout entier aussi. Entièrement entier. Vous comprenez? Donc G est une involution qui envoie tous les points de D1 dans D2. Elle laisse aucun. Ok? Et comme c'est une bijection, chaque point, il a un seul symétrique. Chaque point ici, il a un symétrique par G. On prend S, G de S. Et chaque G de S, il va vers S par G moins 1 de G de S est égal S. Voilà. C'est ça en fait, G. C'est une involution, quoi. Bon, je ne vais pas tarder sur l'involution. C'est facile, tout le monde connaît. Ok, maintenant, je définis H. C'est quoi H? C'est aussi une involution. H, donc soit H de D1 dans D2 ou D2 dans D1, comme vous voulez, qui a S, j'associe S bar. H est une involution, donc, comme pour G. Hein. Holomorphe. On va dire que c'est une application anticonforme, mais les anticonformes, je répète, sont dans les conformes. Donc, holomorphe involutive, ça suffit. Holomorphe bijective. Je ne veux pas, moi, parler trop des conformes parce que ce n'est pas le sujet ici. C'est un sujet sous-jacent. Voilà ce que je veux dire. Donc, on a dit H est une involution holomorphe. Ben, involution, c'est bijectif. Là, je me répète, c'est pas grave. Bijectif. H envoie D1 tout entier dans D2 tout entier. Et réciproquement. C'est-à-dire H égale H moins 1, envoie D2 tout entier dans
D1 tout entier. Ça veut dire que si je prends S ici, n'importe où, S ici, ben j'ai H de S qui est S bar. Ça c'est H de S. Et H de S bar c'est S. Comme c'est involutif. Donc H moins 1 et S est égal à H moins 1 de H de S. Voilà. H moins 1 de H de S. Donc, lorsque S est le conjugué de S bar, c'est S bar est le conjugué de S. Okay. Lorsque S bar est le conjugué de S par H, et donc l'application H qui est S bar, on a S et le conjugué de S bar par H-1 est égal à H. Ça veut dire H rond H est égal H carré est égal l'identité comme pour G sur B. Sur B. Hein. D1 et D2 sont dans B. Hein. Voilà. Tout ça, ça se passe dans B. OK. Maintenant qu'on a défini ça, qu'est-ce que H et G ont de particulier là-dedans? Puisque H envoie tout ça dans ça et tout ça dans ça, et le G, il fait pareil, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, H et G, ils vont se confondre, mes chers amis. Hein? Ils vont se confondre. Où est-ce qu'ils vont se confondre? Ben, ils vont se confondre sur l'axe. H et G. Voilà. H et G envoient D1 dans D2, ou même, je préfère sur. Hein. Sur. Ouais, sur D2. L'une, donc l'une par H est une réflexion, donc l'une par réflexion, c'est H, et l'autre par symétrie par rapport au centre 1,5, 0. Centrale par rapport à 1,5, 0. Donc, les deux, on voit D1 sur D2 et aussi on voit D2 sur D1. C'est pareil. Et G, H et G, H-1 qui est égal à H et G-1 qui est égal à G, donc toujours H et G, on voit D2 sur D1, l'une toujours par réflexion et l'autre par symétrie. Moi j'écris ça parce que ça c'est évident, mais il faut que je l'écrive. Centrale par rapport au centre 1,5, 0. Pourquoi je vous écris tout ça? Ça c'est des choses qui sont évidentes, mais on passe dessus. On passe par-dessus, mais c'est pas... Vous allez voir, la clé elle est là. Que la clé elle est là. La clé de la démonstration elle est là. Alors, puisqu'ils font que ça, à un moment ou à un autre,
H et G, ils vont se rencontrer, puisqu'ils envoient les mêmes ensembles sur eux-mêmes, sur les autres. Ils font la même chose. Ils font exactement la même chose. H et G. Donc, ils vont se rencontrer. Ok? Ils vont se rencontrer. On en déduit que H égale G. Quand est-ce que H égale G? C'est une remarque, hein? C'est pas une remarque. H égale G si et seulement si sigma est égal à 1,5. Ça veut dire quand la réflexion H, et ça c'est la symétrie G. Quand la réflexion H et la symétrie G se confondent, elles se confondent sur l'axe, ici. Pourquoi? Parce que regardez, H il fait ça, toujours, réfléchit par rapport à l'axe des réels. Réflexion. Donc il fait perpendiculairement ici, hop, perpendiculairement à l'axe des réels. Ok? Et S, il passe de là à là, toujours. Supposons que le S qui va être porté par G, il est sur l'axe ici. Ok? Eh bien, il va être, son symétrique, il va être perpendiculaire. Son symétrique, il va être la réflexion par H aussi. Donc, H et G vont se rencontrer si et seulement si sigma égale 1,5. Et ils ne se rencontrent pas ailleurs. Donc, ce qu'on déduit de ça, c'est comme H et G sont des bijections, si je prends S, quel que soit S dans B, il existe un et un seul S', tel que G de S est égal à S' et G de S' est égal à S. Pourquoi G de S'? Parce que G égale G moins 1. Entre parenthèses, donc G égale G moins 1. C'est une involution. G est une involution. Involutive. Voilà. Et quel que soit S dans B, il existe un et un seul, hein, S', tel que H de S est égal à S', et H de S' est égal à S. H involutive. Donc c'est pareil. Involution. Ok? Ça, vous pouvez l'appeler une proposition. Voilà. Vous l'appelez quand vous voulez. De toute façon, c'est des maths. Ça, c'est pour appuyer le trait sur le fait que H et G sont des involutions. Ok? Alors maintenant, on a fait le théorème 1, c'est-à-dire que si de S alors, théorème 2, et c'est ça, c'est là que vous allez là, ça commence. Donc, une fois qu'on a défini H et G, etc., on va s'intéresser à Xi maintenant. Pour l'instant, on n'a pas touché à Xi. Hein. On n'a pas touché à Xi, on a juste étudié la bande critique. On a vu que la bande critique est dotée de deux bijections involutives.
l'une qui envoie des 1 sur des 2 tout entier, et l'autre, elle envoie aussi des 1 sur des 2 tout entier. Celle-là, elle les envoie par réflexion, le H, et G, elle les envoie par la symétrie centrale. Voilà. Donc, et on voit aussi des 2 sur des 1, pareillement. L'une par sa réciproque qui est elle-même la réflexion, et l'autre par sa réciproque qui est elle-même la symétrie par rapport à un demi-zéro. Et ça, c'est très important. Ça, c'est le... Comment dire? C'est... On a montré que H et G se rencontrent en un demi. Et ça, c'est la clé de l'histoire. Et H et G se rencontrent sur l'axe. Elles ne se rencontrent pas ailleurs. Ok? Ça veut dire l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée de G se confondent, chacun avec l'autre, respectivement. Lorsque sigma égale 1,5. Bon. Théorème 2. Alors, le théorème 2, qu'est-ce qu'il dit? Théorème 2. Quel que soit S dans la bande critique, si de S égale si de 1 moins S, parce qu'on le sait, ça, on le vérifie. Hein. Mais c'est équivalent à autre chose. C'est équivalent à dire que S est symétrique de 1 moins S par G. Donc, C est le symétrique. Je ne vais pas l'écrire parce que bon, c'est le symétrique de 1 moins S. C'est S est le symétrique de 1 moins S par G, le G qu'on vient de définir, hein. C'est-à-dire que G de 1 moins S est égal S. Voilà. Et c'est équivalent à dire que 1 moins S aussi est le symétrique. Pourquoi? Parce que c'est une bijection. Et est égale, une bijection dont la réciproque est égale à elle-même. Donc 1 moins S est le symétrique. Donc on n'invente rien, hein. On suit ce que nous donnent les mathématiques. Hein. Moi, j'invente rien là. Là, je suis en train de vous parler de ce que me donnent les formules. C'est pas moi, moi j'invente rien. Là. Alors, 1 moins S, le symétrique de S par G. L'involution G. C'est une involution. Voilà. Ça veut dire, c'est-à-dire, entre parenthèses, c'est-à-dire, G de S est égal à 1 moins S. Voilà. Donc ici, G de S égale 1 moins S, et ici, G de 1 moins S égale G de S. Pourquoi? Parce que G égale G moins 1. Voilà. Parce que G est une involution. Ok? Et là, pour cette égalité, le S bar, il n'apparaît pas. Hein. Là, on n'a pas xi de S égale xi de S bar, on n'a pas. On a ça, c'est tout. Mais on sait que S et S bar vont se confondre après. Vous allez voir. C'est ça le truc. Vous allez voir que ça va être très beau. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Quelque chose d'important. On remarque que ici, on a quel que soit S dans la bande. Ok? Et si elle vérifie cette égalité, pourquoi? Ici, on voit bien que quand S
quand S est dans D1, A moins S est dans D2. Et quand S est dans D2, on a A moins S et dans D1. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de toute façon. S, elle peut être dans D1 ou dans D2. C'est pour ça qu'il y a quelque chose. S dans B. Mais quand S est dans D1, A moins S est dans D2. Et quand A moins S est dans D1, quand S est dans D2, eh ben A moins S est dans D1. Que signifie ce truc? Et puisqu'on a quel que soit S, de là on va déduire quoi? Qu'à chaque fois que je prends un complexe dans D1 et un complexe dans D2, n'importe lequel, cette équivalence, elle va apparaître. Je m'explique. Donc, on en déduit le théorème 3. Théorème 3. Au lieu de prendre quel que soit S dans B, je prends 3. Donc, d'après le théorème 2. Pourquoi? Parce que le théorème 2, quand on prend S dans D1, le 1 moins S est dans D2. Quand on prend 1 moins S est dans D1, S est dans D2. Vous comprenez? D'après, donc, quel que soit, soit W dans D1 et n'importe lequel, ici, dans D1. Comme le S, hein. Et Z dans D2, Xi de W, maintenant on n'a plus de S et 1 moins S, hein. Là on a un ici et l'autre là. Voilà. Vous comprenez? Xi de W est égal à Xi de Z. Si et seulement si Z est le symétrique de W et W est le symétrique de Z par G. Voilà. Z est symétrique. On ne va plus écrire symétrique, pas symétrique. On va écrire Z égale G de W. C'est par G, symétrique par G. Non? Et c'est équivalent à dire que W est le symétrique aussi de Z. Voilà. C'est ce que je voulais vous expliquer. Et alors, on peut prendre W dans D1 et Z dans D2, mais on peut prendre aussi Z dans D1 et W dans D2. Ça ne change rien. OK? Ben, ou inversement. Soit, ou inversement. C'est-à-dire, inversement, ça veut dire W dans D2 et Z dans D1. Ou inversement, c'est-à-dire W dans D2 et Z dans D1. Ça ne change rien. Ça ne change rien du tout. Pourquoi? Ben, ça vient du théorème 2 qui dit que Xi de S égale Xi de A moins S. On a si et seulement si. Parce que Xi, car théorème 2, Xi de S égale Xi de A moins S est équivalent à dire que S est dans D1 et A moins S dans D2 et inversement. Et équivalent ou S dans D2
et 1 moins S dans D1. Voilà. Parce que S et 1 moins S ne peuvent pas être les deux dans D1 ou les deux dans D2. Ben, c'est la bijection qu'il donne. 1 moins S. Comprenez? Voilà. Théorème 3, c'est fini. Théorème 2, c'est fini. Théorème 1, c'est démontré. Tout ça, c'est démontré. Maintenant, le moment crucial arrive. Le moment crucial, c'est de démontrer le théorème. Celui-là, je vais l'appeler théorème de Zamoury, hein, parce que tout cela, c'est des choses connues. Hein. Et c'est là, ça aussi, c'est un théorème important, le 3. Hein. Le 3, il est important aussi. Et le 2, il est important. Tout, c'est important. Maintenant, théorème 4. Le théorème 4, je ai fait illusion au début, lorsque j'ai dit, on a fait le théorème 1, rappelez-vous, on a dit xi de S égale 0, ça implique xi de S égale xi de S bar. Et on a dit, on va chercher tous les S qui satisfont cette équation, et dans ce cas, le S, le 0 de xi, il va appartenir à cet ensemble-là. Alors, quel est cet ensemble? C'est le théorème 4 qui va le donner. On va... Théorème 4, c'est... Celui-là, on veut l'appeler, je veux l'appeler théorème de Zamoury. Théorème de Zamoury. Mais l'autre aussi, hein. Les autres aussi, ils sont des théorèmes de Zamoury. Mais bon, théorème de Zamoury. Parce que je vais garder l'hypothèse de Riemann, théorème de Riemann va être celui-là, parce que Riemann c'est la classe. Alors, donc ici, théorème de Zamoury, xi de S égale xi de S bar, si et seulement si. Voilà. Ce théorème 4 est le corollaire du théorème 3. Rappelez-vous, W et Z sont dans des trucs différents, l'un dans le domaine 1 et l'autre dans le domaine 2, ou inversement. Donc, xi de S, xi de W égale xi de Z, ça veut dire que W et Z sont symétriques. J'énonce le théorème, donc, soit S dans D1, ou D2, hein, dans D1 ou D2, tu le prends où tu veux. Soit S dans D1 et S bar dans D2. De toute façon, S dans D1, c'est équivalent à dire que S bar est dans D2, hein, vous allez voir. Xi de S est égal xi de S bar, tenez-vous bien, et c'est ça le théorème. Si et seulement si, réel de S est égal à 1,5. Hop, c'est ça le théorème. Démonstration, comme c'est le corollaire de démonstration. S dans D1 est équivalent à dire que S bar est dans D2. Ok? Donc, xi de S est égal à xi de S bar, si et seulement si, d'après le théorème 3. Pourquoi? Parce que le théorème 3, lorsque je prends W dans D1 et Z dans D2, ou alors inversement, xi de S égale xi de S bar, c'est équivalent à dire que S égale G de S bar, et c'est équivalent à dire aussi, qui est équivalent à dire que S bar
est égal G de S. Compris? Voilà. Et donc là, je suis obligé d'effacer. Ici, j'efface. Et donc, ici, S bar est égal G de S. Si et seulement si S bar est égal G de S, c'est 1 moins S. Et ce qui est équivalent à dire, donc, S égale G de S bar. Est équivalent à dire que 1 moins S bar, celui-là, 1 moins S bar égale S. Et c'est équivalent à dire, donc, S plus S bar, ici dans les deux cas, S plus S bar égale 1, si et seulement si, réel de S est égal à 1 demi. C'est QFD. Voilà. Donc, ici, on a démontré le théorème 4 qui dit S dans des 1 et S bar dans des 2. Xi de S égale Xi de S bar, si et seulement si réel de S égale 1 demi en appliquant le théorème 3. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, rappelez-vous du théorème 1. Okay? Donc, théorème 4. Le théorème 4 nous dit que Xi de S égale Xi de S bar, si et seulement si réel de S égale 1 demi. Le théorème 1 nous dit que Xi de S égale 0 implique Xi de S égale Xi de S bar. Et ben voilà. Donc, Xi de S égale 0 implique, parce que ça, Xi de S égale Xi de S bar, c'est équivalent à dire que réel de S égale 1 demi. Et ça, c'est équivalent à dire que réel de S égale 1 demi. Donc, Xi de S égale 0, ça implique réel de S égale 1 demi. Et ça, c'est l'hypothèse de Riemann. On vient de démontrer donc l'hypothèse de Riemann. Donc, c'est fini. Théorème. Donc, théorème de Riemann. Je vais le réécrire. Démontré par Mourad Zamouri ou Zamouri Mourad. Ça s'écrit avec M ou 2M, hein? C'est pareil. Moi, j'écris des fois avec M, des fois avec 2M. J'aime bien le M. Donc, soit, c'est pas la peine de dire que S est à 0. S dans B et θ, la fonction zeta de Riemann θ égale 0, réel de S égale. Quand on est sur la bande,
on sous-entend que le S ne peut pas être un zéro trivial. Ok? Parce qu'on a dit au début que tous les zéros sont dans la bande. Donc, S dans B, etc. La fonction de zeta, Riemann. Si de S, zeta de S, ça implique que réel de S est égal à 1 demi. Ok? Voilà, ça c'est le théorème de Riemann démontré par Zamouri-Morave. Je vais vous refaire la démonstration si vous voulez. Hein. Théorème 4. Xi de S égale Xi de S bar. Si et seulement si. Réel de S. Réel de S égale 1 demi. Théorème 3. On applique le théorème 3 qui dit que W dans D1 et Z dans D2. Xi de A, W est égal à Xi de Z. Si et seulement si G de W égale Z. Si et seulement si G de Z est égal à W. Parce que G est involutive. Et théorème 1 qui dit que si de S égale 0, ça implique, hein, c'est pas si et seulement si. Si de S est égal à Xi de S bar. Alors vous combinez ça, ça et ça, vous démontrez ça. Ok? Voilà. J'ai la symétrie par rapport au centre 1 demi 0. C'est une involution. Ok? Voilà. Donc théorème 1, théorème 4, théorème 3. Et le théorème 3, il vient d'où? Il vient du théorème 2. Le théorème 2, pourquoi? Xi de S égale Xi de 1 moins S. Le S et le 1 moins S, chacun dans un domaine. Voilà, c'est QFD. Eh ben, c'était la démonstration de Riemann. Voilà, c'était la démonstration de l'hypothèse de Riemann par Zamouri-Morave. Ben, n'hésitez pas d'apprécier, de commenter, de liker et de partager. Voilà. Plus on partage ça, mieux c'est. Voilà. J'espère qu'elle vous a plu, que la démonstration vous a plu, qu'elle était simple. J'étais un peu lent dans les explications, mais c'est les mathématiques qui imposent les vérités, c'est pas moi qui donne des vérités. Les vérités, elles sont imposées par les mathématiques, pas l'inverse. Nous, on fait que découvrir, que constater, c'est tout. Voilà, sur ce, ben, je vous souhaite bonne continuation. Et voilà, l'hypothèse de Riemann est démontrée 160 ans après. Bon. N'oubliez jamais, l'homme n'invente rien, il ne fait que découvrir des vérités. Les vérités ne s'inventent pas, les vérités sont découvertes par l'homme et ne sont jamais créées par l'homme. Mettez-vous ça dans la tête. Parce que les mathématiques, elles existent avant l'homme. Les mathématiques, comme c'est des vérités, elles existent avant l'homme. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il découvre. Il découvre, c'est tout. Il découvre des vérités. Il dit ça, et ça, et ça, et ça. Oui, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux. Ça c'est faux. Voilà. Tu vois? Il découvre ça, oui, ça c'est vrai. Ah oui, ça c'est faux. Oui, c'est comme ça. C'est ça la vie. Bon, allez.